des enjeux matières premières et énergie dans un monde en transition, ou au moins en évolution. Alors on a des évolutions bien sûr démographiques, hein. On était 3 milliards d'habitants dans les années 60, on est 8 milliards actuellement, on sera probablement 11 milliards si tout se passe bien à la fin du siècle. Des évolutions économiques, avec l'émergence économique très rapide de pays très peuplés, la Chine depuis une vingtaine d'années, une partie de la zone Asie-Pacifique, l'Afrique, l'Inde demain, et puis également des évolutions technologiques, donc la transition énergétique en fait partie, bien sûr, qui nous demande de construire une nouvelle infrastructure, bien sûr de production d'énergie, mais aussi de stockage, de distribution, consommation de cette énergie, et ça va demander pas mal de matières premières. La transition numérique est un autre exemple qui consomme aussi beaucoup de métaux, des métaux assez particuliers qu'on n'utilisait pas ou très peu il y a une trentaine d'années. Donc toutes ces évolutions tirent finalement la demande en matières premières vers le haut, mais également en énergie. Et il y a un lien là qui est très fort entre matières premières et énergie. Comme je l'ai dit, d'une part parce qu'on a besoin de matières premières pour fabriquer l'infrastructure, mais on a besoin aussi de beaucoup d'énergie pour produire ces matières premières. Alors, cette thématique, ou ces enjeux autour des matières premières et énergie, ça fait quand même écho à une actualité assez récente, hein, d'augmentation à la fois de l'énergie et des matières premières significative ces dernières années, qui a été d'abord interprétée comme le résultat d'une reprise économique un peu vigoureuse après l'épisode Covid, couplée bien sûr à la guerre en Ukraine. Mais si on regarde les évolutions des prix long terme, l'évolution de base, on s'aperçoit que cette augmentation en monnaie constante pour l'énergie a lieu depuis les années 70 à peu près, avec un taux quasiment constant, et pour les matières premières depuis les années 2000. Donc ça nous pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, au-delà de ces aspects vraiment conjoncturelle, une dimension plus systémique de difficultés d'approvisionnement. Et nous, notre contribution sur ces sujets, c'est de bâtir des modèles dynamiques pour essayer de comprendre un peu comment ça se passe sur le long terme. Alors pour les matières premières, on peut distinguer deux grands types. Ce que j'appelle les matières premières structurelles ici, qui sont utilisées pour bâtir toute l'infrastructure de base, de communication, de transport, la machinerie lourde, les villes, etc. Donc c'est les matières premières de type ciment, acier et ses alliages, aluminium, cuivre, toutes ces matières premières qui sont fabriquées à plus d'environ 1 million de tonnes par an et qui sont consommées en masse par les pays en voie de développement. Vous avez ici l'exemple de l'acier. La taille des symboles sur la carte de gauche donne une idée de la consommation. La consommation d'acier est de 50% actuellement encore par la Chine. Et si on regarde sur le long terme, c'est la figure en haut à droite, on voit une évolution un taux de consommation d'environ 5% par an, entre 3 et 5% par an. Ça veut dire qu'on double la consommation de ce genre de matières premières tous les 20 ans, à peu près. Ce qui est important quand même de réaliser, c'est que ces matières premières dont on ne parle pas beaucoup, ces matières premières de base, c'est elles qui portent vraiment les impacts environnementaux les plus importants, encore actuellement. 35% de l'énergie consommée par le secteur industriel au niveau mondial est utilisée pour fabriquer ces matières premières, et ça, c'est responsable d'environ 50% des émissions de CO2 de l'industrie, du secteur industriel. Et puis il y a un autre type de matières premières dont on parle beaucoup plus, qui sont notamment les métaux utilisés dans les hautes technologies, qui sont fabriqués en quantité beaucoup plus faible, moins de 500 000 tonnes par an, et utilisés par le secteur plutôt des hautes technologies, alors les énergies renouvelables par exemple, des terres rares type néodyme, dysprosium dans les aimants permanents des éoliennes offshore, gallium, indium, sélénium dans les technologies multicouches des photovoltaïques, cobalt, graphite, lithium dans les batteries. Un autre secteur, c'est le secteur d'information, communication,
où là, c'est pareil, on a plein de métaux. Dans nos téléphones portables, on a une cinquantaine de métaux, voire un peu plus, différents. Dans les années 80, il fallait une dizaine de métaux pour fabriquer le microprocesseur d'un ordinateur. Actuellement, on a une variété beaucoup plus importante, hein, on couvre quasiment tout le tableau périodique. Et puis, il y a plein d'autres secteurs aussi. On utilise ces métaux technologiques, bon, notamment le secteur du transport, hein, où on a plein dans les véhicules individuels, on a plein de petits moteurs électriques pour bouger les sièges, lever, baisser les vitres, on a des écrans, et tout ça, bien sûr, consomme ce type de métaux technologiques en faible quantité, mais comme on a un parc automobile actuellement qui est de l'ordre de 1,5 milliard de véhicules, ben, en multipliant, bien sûr, on obtient des chiffres très, très importants. Et ceux-là, ces métaux, alors eux ont une croissance de la consommation qui est absolument vertigineuse, hein, c'est plutôt de l'ordre de 10% par an. Donc 10% par an, on va doubler tous les 5 ans, quelque chose comme ça. Et l'attention est vraiment focalisée, hein, sur ces petits métaux. On en parle beaucoup, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Est-ce que la disponibilité de ces métaux pourrait devenir un frein à notre capacité à effectuer cette transition énergétique, ou plutôt le basculement vers des énergies renouvelables? Pour essayer de se projeter dans le futur, mais pas dans un futur demain, hein, dans un futur sur une période de temps qui correspond à celui qu'on envisage pour une transition énergétique, c'est-à-dire on va dire pour les 40 ou 50 prochaines années, ben c'est quelque chose bien sûr qui est difficile. Ça nous demande de faire des estimations futures de la demande, à la fois en ressources et en énergie, mais également des capacités de production pour les matières premières, capacités de production primaire, de prendre en compte naturellement le recyclage, la possibilité de substituer des technologies l'une par l'autre, ou de substituer des ressources. Dans chaque technologie, il faut travailler par pays, parce que tous les pays n'ont pas la même évolution économique, et tout ça se fait dans un système très dynamique, où on a un monde en évolution, en transition, mondialisé, avec des forts contrastes entre les pays, et avec des échanges entre les pays, à la fois en termes d'énergie, mais aussi de matière, qui sont importants. Alors moi, je ne vais pas essayer de vous faire une liste à l'après-vert, hein, des besoins, etc. J'insisterai plutôt sur des aspects méthodologiques, ou plutôt conceptuels. Comment est-ce qu'on peut envisager d'estimer une demande et une capacité de production. Donc je commence par la demande. Clairement, le premier moteur de la consommation, c'est vrai pour l'énergie et c'est vrai pour les matières premières, c'est l'augmentation de la population et du niveau de richesse des habitants qu'on va modéliser, ou plutôt quantifier, en utilisant un proxy qui est le PIB. Donc c'est l'évolution du PIB par habitant qui nous donne une évolution de la consommation en matières premières. Je donne 3 exemples ici, le cuivre, l'aluminium et l'acier. Si on prend la figure du milieu, le cas de l'aluminium, on voit qu'on a une première... Alors en abscisse, vous avez l'augmentation du PIB par habitant, hein, et en ordonnée, la consommation par habitant. Donc quand on augmente le PIB par habitant, on a une première phase où on a une croissance quasiment exponentielle de la consommation par habitant, et puis rapidement on se stabilise et on arrive à un seuil de saturation, où à ce seuil de saturation, on a un découplage entre l'augmentation du PIB par habitant et le niveau de consommation en kilos par habitant. Ce seuil, il est aux alentours de 25 000 $ de PIB par habitant. Et ça, c'est une trajectoire qui est commune quand on regarde tous les pays actuellement développés, hein, et quand on regarde leur histoire, et quand on regarde les pays en voie de développement, eh bien, ils suivent la même trajectoire. Alors c'est vrai pour les métaux, c'est vrai aussi pour le pétrole, hein, c'est la figure du bas, avec des niveaux de saturation qui peuvent être variables selon les pays. Hein. Typiquement en Amérique du Nord, on a des taux de saturation qui sont plus élevés qu'en Europe, mais on a toujours cette évolution qu'on appelle logistique, hein, une courbe en S. Pourquoi on a cette évolution? Eh bien parce que l'infrastructure elle-même évolue de manière logistique. Si vous regardez le nombre de voitures par habitant, c'est la première figure en haut à gauche, en fonction du PIB par habitant, les pays suivent une trajectoire assez similaire, et qui ressemble à ce que j'ai montré précédemment, avec une augmentation du nombre de véhicules par habitant, puis quand tout le monde est équipé, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 voitures dans son garage, on a un taux de saturation qui varie, hein, le niveau de ce taux
de saturation varie. Dans les villes, typiquement à Paris, on a 0,3 voitures par habitant. Dans les milieux à la campagne, on va dire, on est plus proche de 0,8 voitures par habitant. Et puis ça peut aussi varier en fonction de la configuration des villes, hein, ça a été mentionné avant, il y a des pays où les villes sont faites différemment, on utilise plus la voiture. Mais l'observation générale, c'est de dire on a ces courbes logistiques avec un niveau de saturation quand on arrive à des niveaux de développement suffisants. C'est une observation qu'on peut faire aussi pour le nombre de mètres carrés construits par habitant, pour le nombre d'avions, de bateaux, etc. Alors pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce que ça, c'est un support fort pour faire des estimations de la future demande par pays en fonction de l'évolution qu'on anticipe de leur PIB par habitant. Donc je donne quelques exemples ici. Il s'agit de la France. Vous avez sur ces graphiques en bleu, c'est les observations historiques, hein, c'est ce qui a été observé dans le développement français. En rouge, c'est les résultats de notre modèle, en l'occurrence. Pour des évolutions de PIB par habitant, c'est la première figure à gauche, en haut, qui sont données par les points bleus pour la partie historique, et puis la partie rouge, c'est une extrapolation future. Et ça vous donne l'évolution du nombre de véhicules en France que l'on peut anticiper, du nombre de mètres carrés construits, du nombre de locomotives, etc. Bon, une fois qu'on a cette infrastructure qui se développe au cours du temps, on peut calculer la quantité d'énergie qu'il faut pour l'activer, hein, pour la rendre opérationnelle, en prenant en compte, bien sûr, les améliorations technologiques, de l'efficacité, etc. Et on peut faire des calculs de consommation d'énergie pour différents secteurs. Bon, sur ces figures, en bleu, ça doit être le bâtiment, pour la figure en rouge, je ne sais plus, l'industrie, en vert, le transport. Donc ça, c'est pour l'énergie. Une fois qu'on a cette énergie, on peut calculer les émissions de CO2 associées, hein, pour un mix énergétique qu'on peut évaluer. Et puis ensuite, on peut calculer la contribution locale de la France au réchauffement global, qui dans ce cas-là est de 0,03 degrés. Ça peut sembler faible, mais enfin, comme on représente 1% de la population, en fait, on est sur une trajectoire, on va dire, entre 2,5 et 3 degrés. Une fois qu'on a l'infrastructure, on peut aussi calculer la quantité de matière qu'il faut pour bâtir cette infrastructure. Et ça, vous avez un exemple ici pour le cuivre. Voilà. Donc, pareil, hein, vous voyez qu'on arrive à un seuil de saturation dans les années 2000, et si on continue sur une évolution tendancielle, on s'attend à avoir une consommation qui n'augmente pas pour les différents secteurs concernés. En bleu, c'est le bâtiment, en rouge, la production d'énergie, le transport, et puis les autres secteurs, donc je ne vais pas détailler. Ça, c'est l'idée générale, et quand on fait ça pour différents pays au niveau mondial, ou différentes régions, avec des niveaux de développement différents, on observe des topologies très différentes pour les pays développés, c'est la colonne de gauche, et pour les pays en voie de développement. Dans les pays développés, vous voyez, hein, vous reconnaissez cette forme avec une saturation, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France. Pour les pays en voie de développement, bien sûr, la situation est différente. Dans le cas de la Chine, une très très forte croissance de la consommation. Il s'agit encore du cuivre ici, qui devrait piquer en 2030, 2040, avant de redescendre et atteindre un niveau ce qu'on appelle ce niveau de saturation où elle n'évolue quasiment plus. Au-dessus, vous avez l'Inde, et puis au-dessus, vous avez potentiellement l'Afrique. Et évidemment, c'est l'addition de toutes ces contributions, en termes de demande, qui va nous donner l'image que l'on a ici, qui est la consommation au niveau mondial. Et on voit que là, on est très loin, évidemment, d'être au niveau de saturation. Alors évidemment, ce dont j'ai parlé avant, c'est une évolution tendancielle, mais il n'y a pas de raison qu'on reste sur cette évolution tendancielle dans le futur, puisque justement, on veut effectuer une transition. Si on regarde les émissions de CO2, ici, ça c'est ce qu'on anticipe, enfin c'est ce qu'on modélise. La flèche rouge donne la trajectoire qui est anticipée par la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, et on voit qu'on doit descendre plus vite que ce qui est prévu. Alors pour faire cela, évidemment, il faut modifier les technologies, à la fois de production d'électricité, enfin d'énergie, le type d'énergie qu'on va utiliser et la manière dont on va l'utiliser. Alors une manière, c'est d'avoir une électrification massive
ici de nos sociétés, en utilisant bien sûr une électricité produite avec des sources qui n'émettent pas de CO2, qui peuvent être de l'énergie renouvelable ou du nucléaire. Et quand on fait ça, eh bien, clairement, on n'est plus sur une évolution tendancielle, on va changer nos besoins à la fois en énergie et surtout en matières premières. Et ça va avoir des impacts importants. Alors un exemple de ces évolutions technologiques, je montre ici l'exemple d'une éolienne offshore, 6 MW de puissance. Cet engin fait à peu près 200 mètres de haut, il contient 1500 tonnes d'acier, un aimant permanent qui doit contenir quelque chose comme, on va dire, entre 500 kg et 1 tonne de terre rare. Mais restons sur l'acier, 6 MW de puissance, 1500 tonnes d'acier, ça nous fait 250 tonnes d'acier par mégawatt, ce qui est largement supérieur aux intensités acier de centrales brûlant du combustible fossile ou nucléaire. Donc, le résultat, c'est que si on veut remplacer pièce par pièce des centrales existantes actuellement par des éoliennes, par exemple, eh bien, on s'attend à avoir une surconsommation de métaux. Alors ça, c'est en puissance, hein, si on passe en énergie maintenant, parce qu'on n'a pas les mêmes facteurs de charge, etc. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que l'intensité matière des modes de production d'électricité en utilisant des énergies renouvelables est 5 à 10 fois supérieur à celui des centrales classiques existant actuellement quand on se place en énergie. Voilà. Alors, quelques exemples, hein, ici, je vous montre les résultats pour 2 scénarios qui ont été produits par l'IEA il y a quelques années maintenant, c'était en 2017. À gauche, vous avez un scénario qui est assez conservateur, donc conservateur en termes de mix énergétique, hein, où on a encore beaucoup de fossiles en rouge, mais il respecte les accords de Paris, puisqu'on a 30% de renouvelables en 2050. Et à droite, vous avez un scénario beaucoup plus ambitieux, hein, vous voyez que la part des renouvelables dans le mix énergétique et la production d'électricité devient beaucoup plus importante, aux dépens des fossiles. Et puis, dans le graphique du bas, vous avez les quantités cumulées de 3 métaux de base, le cuivre, le fer et l'aluminium. Attention, les échelles sont différentes, hein, à gauche. Et ce que l'on voit quand on compare la demande pour les 2 scénarios, c'est que le deuxième scénario demande 2 fois plus de métaux que dans le premier cas. On peut avoir plein d'autres exemples, puisque évidemment la chaîne de l'énergie, ça part d'une production primaire, sa transformation jusqu'au poste de consommation, hein, donc c'est quelque chose quand même qui est assez complet. J'ai parlé là de la production d'électricité, mais on peut regarder le cas du transport routier par exemple. Dans le premier scénario, on a une pénétration ici en gris des véhicules électriques qui est relativement faible. Dans le deuxième scénario à droite, vous voyez le coin gris là est beaucoup plus important. Et en bas, vous avez, si on utilise les technologies actuelles de batterie lithium-ion, hein, avec les intensités matières actuelles, en bas, vous avez la quantité de cobalt ici cumulé à produire pour respecter ces 2 scénarios. Et ce que l'on voit, c'est que le patch vert ici, qui correspond au scénario de droite, monte beaucoup plus haut que les besoins dans le cas du premier scénario à gauche. Ça monte tellement haut que finalement on dépasse les réserves connues de cobalt qui ont été identifiées par l'USGS au niveau mondial assez rapidement, hein, dans le cas d'un scénario B2DS, donc très vigoureux. Alors attention, ces réserves, elles ne sont pas statiques, hein. Les réserves évoluent aussi au cours du temps, mais enfin c'est juste pour donner une idée des enjeux en face desquels on est. Alors il y a, je ne veux pas trop rentrer dans le détail et faire trop compliqué, mais il y a quand même quelque chose à bien garder en tête, c'est que les matières premières, ça a un cycle, hein, parce qu'on peut les recycler, et si on s'attache à travailler sur la demande, c'est vraiment un problème de stock et flux que j'ai essayé de schématiser sur cette figure. L'erreur classique qui est faite dans les estimations des demandes futures, c'est de ne travailler que sur l'infrastructure. C'est ce que j'ai fait avant. Je vous ai montré, par exemple, la quantité de cobalt qu'il faut dans les batteries. Et on regarde les batteries, on calcule. Mais en fait, ça sous-estime la quantité totale de cobalt dont on a besoin pour la raison suivante.
L'infrastructure se développe au cours du temps et elle croît au cours du temps. Et au début de la transition, on va remplacer, enfin on ne va pas remplacer justement, on va construire une infrastructure d'énergie renouvelable à côté de l'infrastructure existante. Donc on ne peut pas utiliser du démantèlement de centrales existantes puisque ce qu'on construit, ça vient en addition. Donc obligatoirement, on va faire appel à des matières premières primaires. Ces matières premières rentrent dans l'infrastructure, et puis cette infrastructure a une certaine durée de vie. Quand elle arrive en fin de vie, et cette fin de vie est plus courte que la période de transition qu'on envisage, donc avant d'avoir finalisé notre transition énergétique, finalement, il va falloir changer les premières éoliennes ou les premiers panneaux solaires que l'on a installés. Ces panneaux solaires ou ces éoliennes viennent nourrir une casse de produits en fin de vie où on peut recycler le métal, et là on rentre dans la boucle vertueuse du recyclage. Mais à chaque boucle de recyclage, on a une perte parce qu'on ne sait pas recycler à 100%, donc on a une sortie de matières premières du système qu'il va falloir combler par un apport supplémentaire de métal primaire. Donc si on ne regarde que l'infrastructure, on oublie toutes ces pertes qui peuvent être importantes si on a des durées de vie de nos infrastructures qui sont faibles. Donc ce schéma, il nous montre deux choses, celle que je viens de mentionner, l'intégrale de ce flux est supérieure au stock qu'on a dans l'infrastructure. La deuxième chose, c'est que le flux de recyclage, ici, il va dépendre finalement de ce qu'on a installé avant. Et donc notre capacité de recyclage va être fonction de la vitesse à laquelle on effectue notre transition. Alors pour illustrer le premier point, je vais montrer cette figure, quantité de cobalt dans l'infrastructure, en regardant uniquement l'infrastructure. Voilà les mêmes quantités quand on prend en compte les pertes potentielles de recyclage, et vous voyez qu'elles sont beaucoup plus importantes. Donc c'est important de bien comprendre cette dynamique. Pour illustrer le deuxième point, je vous montre ici la consommation anticipée d'acier dans deux régions différentes, Chine à gauche et Europe à droite. Donc sur cette figure, les courbes grises ici sont les données historiques, donc ce que l'on observe, à la fois en Chine et au niveau européen. Et puis en noir, c'est les résultats de notre modèle dynamique, c'est la demande totale qui est abondée par une partie primaire, donc métal primaire, et une partie métal recyclé. Et ce que l'on voit, c'est que dans le cas chinois, la Chine ne peut s'appuyer quasiment que sur de l'acier primaire. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, l'infrastructure, ou disons il y a 50 ans, qui est la durée de vie de l'acier en moyenne, il n'y avait pas d'infrastructure en Chine. Elle est en train de la bâtir. Donc il va falloir attendre le milieu du siècle pour que la quantité d'acier disponible dans ces déchets soit suffisante pour quasiment matcher la demande totale qui est en noir. En Europe, on a une situation qui est complètement différente, parce qu'il y a 50 ans, on avait déjà une infrastructure qui était là. Donc notre disponibilité d'acier dans les déchets est beaucoup plus importante. Alors ça, c'est important aussi parce que ça explique pourquoi certains pays ne peuvent pas s'appuyer sur le recyclage et faire l'économie d'une extraction primaire. Bon, une fois qu'on a estimé la demande, il va falloir travailler sur les capacités de production. Alors les capacités de production, c'est compliqué aussi, parce que il va falloir mettre en regard de cette demande qui évolue vraiment la capacité à la fois de production primaire et de recyclage. Donc je remontre ici cette figure que j'ai déjà montrée avant, c'est l'évolution de la consommation de cuivre. Nous sommes en 2020 ici, on est à peu près à 25-30 millions de tonnes par an. On devrait monter à 70 millions de tonnes par an en 2100. Alors, si on intègre cette demande, c'est-à-dire si on passe de flux d'une demande annuelle en un stock à produire, je vous montre les résultats ici. C'est cette courbe qui augmente au cours du temps. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on a produit à peu près 850 millions de tonnes de cuivre en stock. Okay. Pour suivre cette évolution, il faudra produire la même quantité dans les 30 ans à venir. Donc dans les 30 ans à venir, on va consommer en stock autant de cuivre qu'on en a consommé depuis les pyramides de Toutankhamon.
Si on veut continuer jusqu'à la fin du siècle et qu'on néglige le recyclage, il faudra 2 milliards de tonnes supplémentaires. Donc ça pose quand même des vraies questions, ça interpelle un peu. Je montre ici l'exemple d'une mine de cuivre à ciel ouvert, c'est la mine Kennecott aux États-Unis, qui est une mine historique qui fonctionne depuis une centaine d'années. Les petits points ici, c'est ces immenses trucks, ça vous donne l'échelle, 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. On a extrait 6 milliards de tonnes de roches de cette mine en une centaine d'années pour produire environ 18 millions de tonnes de cuivre, ce qui est l'équivalent d'une année de consommation mondiale actuelle. Donc si on veut suivre la tendance que j'ai montrée sur les graphiques précédents, il faut produire 44 mines de ce type-là en 30 ans. Et puis l'histoire ne s'arrête pas en 2050, parce qu'il faut renouveler l'infrastructure, etc. Donc voilà. Et ça pose des questions. Ça pose des questions, bien sûr, de quelles sont les conséquences environnementales. Ça pose des questions aussi sur l'utilisation d'autres ressources, et notamment en eau. J'ai pris l'exemple du Chili ici, alors c'est pas ce qu'on consomme là, mais au Chili, la consommation d'eau est de l'ordre de 200 mètres cubes par tonne de cuivre. Donc si on veut suivre cette tendance ici, on arrive à 200 km3 d'eau consommée en 30 ans, c'est l'équivalent de 2 fois le lac de Genève. Et ça correspond à peu près à 1 litre d'eau par personne par jour au niveau mondial. Donc finalement, la quantité d'eau équivalente pour notre survie. Alors ça, c'est que le cuivre, il y a plein d'autres matières premières et plein d'autres métaux. Ces conséquences environnementales et ces enjeux environnementaux, je pense, sont vraiment très sérieux et c'est peut-être une des premières limites à prendre en compte, à mon avis. Donc si vous interrogez sur Internet conséquences, impacts environnementaux et mines, vous aurez plein de retours. Évidemment, il y en a deux ici que j'indique qui me semblent importants. Le Salvador, pays d'Amérique latine, qui a interdit l'exploitation minière sur son territoire il y a quelques années, suite à des pollutions massives d'eau de surface, des conflits d'usage avec l'agriculture, etc. Et ça, c'est inscrit dans la loi. Donc on voit bien ici un changement radical. D'autres exemples, notamment en Australie, qui est quand même un pays producteur à la fois d'énergie fossile et de métaux très importants, où là aussi on sent des problèmes. Donc c'est pas une question qui est limitée uniquement aux pays en voie de développement, aux pays développés, pardon. C'est une problématique qu'on voit aussi dans les pays en voie de développement et qui risque de devenir vraiment prégnante dans le futur. Alors il y a une deuxième limite qu'on peut identifier naturellement, c'est l'épuisement des réserves. On en a beaucoup parlé, c'est la notion de peak oil, on peut faire aussi peak metal, etc. J'illustre cet exemple ici avec cette figure. Donc en orange ici, vous avez la courbe de demande qu'on a identifiée précédemment, et puis le patch de couleur ici, c'est les prévisions de collègues australiens, qui sont des géologues, qui savent de quoi ils parlent, qui prévoient un pic de la production de cuivre aujourd'hui, et puis une décroissance imposée d'ici la fin du siècle, avec les conséquences qu'on peut envisager. Alors, c'est pas une vision qui est nouvelle, et je vous donne un exemple ici. Il y a 100 ans, donc là c'est en 1924, un dénommé Jorah Lehman, qui est diplômé de Harvard et qui connaissait très bien ces affaires de production de cuivre, puisque lui-même était dans le business, et qui nous dit l'âge de l'électricité et de la production de cuivre sera courte au taux de production actuel. Il va durer à peine quelques années et ensuite notre civilisation va s'étioler et mourir. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais la question quand même se pose différemment actuellement. Alors en 5 minutes, je ne sais pas comment je vais pouvoir conclure. Je vais quand même vous parler un petit peu de la réalité de l'évolution des réserves. Ce que l'on voit, c'est que la quantité de réserves de cuivre, c'est-à-dire le cuivre qui est exploitable à coût économiquement viable sous nos pieds, a augmenté au même rythme que la consommation. Donc on augmente notre demande en cuivre, mais on augmente aussi nos réserves. Ça peut paraître assez contre-intuitif, mais en fait, il y a une raison assez simple pour cela, c'est que dans le même temps, on diminue la concentration des gisements de cuivre exploités.
Et il y a immensément plus de roches qui contiennent peu de cuivre que de roches qui contiennent beaucoup de cuivre. Donc la distribution du cuivre dans la croûte suit cette loi log normale. Donc quand on diminue la concentration des roches, eh bien on a accès à une quantité de minerai qui est de plus en plus importante et qui explique ça. Alors évidemment, si on ne change pas la technologie, on va augmenter nos coûts énergétiques et on va augmenter le coût du cuivre. Et donc, il faut changer la technologie si on veut continuer sur cette tendance. Vous avez ici l'acier, il fallait 50 mégajoules par kilo d'acier produit dans les années 60. Actuellement, on est à 25 mégajoules par kilo, donc on voit bien cette amélioration de l'efficacité énergétique au cours du temps. Tant qu'on est sur ces tendances, il n'y a pas de raison d'avoir de problème de réserve. Sauf qu'il y a toujours une limite thermodynamique. Cette limite thermodynamique est de l'ordre de 10 mégajoules par kilo dans le cas de l'acier. On ne peut pas descendre en dessous. Donc ça veut dire que le progrès qu'on a pu faire dans les années passées, c'est pas sûr qu'on arrive à le faire dans le futur. Dans le cas du cuivre, c'est même pire, parce que cette limite thermodynamique augmente au cours du temps à cause de cette diminution de la concentration des gisements exploités. Et ça, si on le tourne en prix maintenant, eh bien, on peut faire des estimations de prix futurs des métaux. Donc en bleu, ici, vous avez les données historiques, et puis en rouge, les modèles qu'on utilise, qui ne sont pas des modèles économiques, c'est vraiment des modèles physiques. Donc on arrive assez bien à reproduire les tendances historiques, et puis dans le futur, vous voyez, ces évolutions de coûts et donc de prix qui vont varier en fonction des scénarios qu'on envisage et donc de la rapidité avec laquelle on fait la transition énergétique. Il y a d'autres contraintes, géopolitiques, bien sûr. Je n'ai pas le temps d'en parler. Je montrerai juste cette image qui montre une carte de l'Afrique où la Chine a des droits de production sur le marché des matières premières, à la fois énergétiques et non énergétiques. Et vous voyez que la Chine est présente dans tous les pays africains avec des échanges de matières et commerciaux et des échanges en termes de monnaie de l'ordre de 200 milliards de dollars pour l'année 2013, je crois. Ça a dû beaucoup changer depuis. Une partie de cet argent est réinvestie sous forme d'infrastructures en Afrique, bien sûr. Enfin, bon, on voit quand même une situation qui est compliquée et qui n'affecte pas seulement l'Afrique, mais qui affecte plein d'autres parties également. Mondiale, Amérique du Sud, mais même en Europe. Donc en conclusion, des conclusions que je laisse assez vagues, parce que le futur n'est pas inscrit dans le marbre, donc c'est volontaire. Les ressources minérales, clairement, sont aussi centrales que celles de l'énergie. Naturellement, la minimisation de leur utilisation et la maximisation du recyclage sont absolument cruciales. La demande et l'approvisionnement futur, sur le long terme, dépendent de beaucoup de paramètres. Scénario technologique, j'ai essayé d'en parler avant, mais également économique. Il y a des dimensions géologiques, naturellement, géopolitiques, environnementales et sociales. Et ces dimensions sociales, c'est certainement celles que l'on a le plus de mal à modéliser, et c'est vraiment ce qui manque dans les modèles actuels. Il n'y a pas de chemin unique, et ce qui est sûr, c'est que le futur sera différent du passé. L'absence de pénurie, ça me semble important, ce n'est pas un signe d'abondance, c'est un signe de progrès technologique. Donc tant qu'on est capable d'améliorer la technologie, on est capable de compenser la dégradation de la ressource. C'est vrai pour les matières premières, mais c'est vrai pour les ressources halieutiques aussi, ou toute autre ressource naturelle. La question, c'est que se passe-t-il quand la limite thermodynamique, parce qu'il en existe toujours une, est atteinte ? Est-ce qu'on peut changer de ressources exploitées et passer à des ressources non conventionnelles? Et dans le cas des matières premières, c'est quoi? C'est les ressources sous-marines. Mais est-ce qu'on a intérêt à faire ça? Personnellement, j'en suis vraiment pas convaincu. Ça peut être les astéroïdes, enfin on peut imaginer plein de choses, mais enfin la question se posera à un moment donné. Et puis finalement, je pense que vraiment la modélisation physique est cruciale dans ces affaires-là pour comprendre la mécanique, mais surtout aussi pour anticiper les difficultés, la vulnérabilité, le risque, et s'adapter au changement. Il ne s'agit pas de prédire le futur, il s'agit de comprendre comment ça marche et d'envisager des plans A, B et C. Merci. C'est effectivement un énorme problème, ce problème des matériaux, et en particulier pour l'énergie. Et donc la question qui m'intéresse, qui me préoccupe, c'est
c'est justement le poids énergétique de l'extraction, de l'obtention des matériaux sous une forme utilisable et utilisable dans le secteur de l'énergie en particulier. C'est quelles sont dans les modélisations les conséquences. Question connexe, actuellement dans les procédés de miniers, essentiellement au niveau des procédés miniers, on utilise beaucoup essentiellement des combustibles fossiles. Est-ce que, donc, quid de l'évolution de la défossilisation de ces procédés d'obtention des matériaux qui, pour une bonne partie, vont être destinés à défossiliser les infrastructures énergétiques elles-mêmes? Alors pour la première question, le poids finalement de la production des matières premières et leur consommation en énergie, actuellement, on a entre 35 et 40% de l'énergie utilisée par le secteur industriel qui est utilisée pour produire ces matières premières. Avec évidemment une grosse contribution des métaux de base, du ciment, etc. La difficulté qui peut poindre, et en tous les cas qui apparaît souvent quand on regarde les scénarios de transition, c'est qu'en général les scénarios de transition sont accompagnés d'une diminution de la consommation d'énergie. Et ce qui se conçoit, il n'y a pas de souci, sauf que dans le cas des matières premières, on ne voit pas bien comment on peut diminuer cette consommation actuelle par kilo de matières premières produites dans le futur. Donc on sait qu'on va avoir une augmentation de la demande, une augmentation de la quantité à produire, et on sait qu'on ne va pas diminuer par 2 la quantité d'énergie par unité de masse produite. Donc si on est dans un scénario où finalement on va vers une diminution de la quantité d'énergie disponible, eh ben les 35 ou 40% d'énergie du secteur industriel utilisé pour produire les matières premières, elles peuvent monter à 50 ou 60%. Et si c'est ça, il va falloir faire des économies ailleurs. Et il faut nous expliquer où, clairement. En tous les cas, les gens qui font les scénarios, il faut qu'ils nous expliquent où est-ce qu'on fait ces économies. Parce qu'a priori, c'est pas évident. Donc voilà. Donc ça, ça peut être une difficulté, effectivement, qu'il faut anticiper. Concernant la deuxième question, là je suis un peu moins à l'aise parce que ce n'est pas tout à fait mon vrai domaine de compétence. Ce que je comprends, c'est qu'une des difficultés de production des matières premières au niveau de la mine, c'est qu'il faut des grosses machines, il faut de la force. Si on parle par exemple d'un scrapper ou d'un camion, de ces gros camions, si on veut les faire marcher avec de l'électricité, la seule solution c'est de brancher un câble. On ne va pas les faire marcher avec l'électricité, avec une batterie, puisque le camion lui-même est tellement lourd et on va rajouter tellement de poids avec la batterie, avec les technologies actuelles, que c'est difficilement envisageable. Voilà. Moi ce que je comprends, c'est qu'au niveau du minier, il y a des améliorations à faire, clairement, et notamment sur tout ce qui est dans les mines profondes, tout le système d'aération, tous ces trucs-là qui consomment beaucoup d'énergie. Ça, on peut le passer à une électricité produite à partir de renouvelables, mais il y a plein d'autres postes pour lesquels c'est compliqué. Après, si on regarde toute la chaîne, ce qu'on peut imaginer quand même, c'est qu'une fois que cette transition, entre guillemets, est faite, une fois que le niveau de vie, le niveau de PIB par habitant mondial est proche de la saturation, là, le recyclage devient important. Et le recyclage, c'est beaucoup moins énergivore que la production primaire, on va dire. C'est de l'ordre entre 10 et 20%, peut-être un peu moins même, pour certains métaux. Donc là, on va devenir gagnant. Et ça, on peut le faire avec de l'électricité, clairement. L'acier recyclé, c'est des fours électriques. C'est pas de la... On n'utilise plus de coque, on n'utilise plus de... Voilà. Donc là, il y a un grand gain à faire qui ne sera pas un gain dans l'amélioration des technos, forcément, mais dans le type de recyclage qu'on peut faire. Voilà. Ça répond à la question ou... Ouais. Merci beaucoup pour l'intervention. Ma question, elle porte sur le fait qu'on voit que le débat sur l'environnement, il est constamment sur le changement climatique, mais pour pouvoir combattre le changement climatique, les solutions technologiques, je trouve que la question des matières premières, dont vous parlez très très bien, est quand même extrêmement discrète.
Et comment voyez-vous la façon de faire mieux prendre ça en compte dans le débat, de façon à éviter de... Je vois par exemple la question des ENR par rapport au nucléaire. Beaucoup de gens s'écharpent sur les déchets du nucléaire. Par contre, la quantité de matériaux qu'il faudrait pour finalement apporter cette énergie par les renouvelables est généralement absent totalement du débat, quoi. Ouais. Bon, après, tous ces choix technologiques, hein, c'est une affaire de compromis. On a bien compris, il n'y a aucune technologie qui n'est pas impactante. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à minimiser quelque chose, un impact. Mais on minimise un impact ou plusieurs impacts. La question, elle ne se pose pas de la même façon dans les deux cas. Si l'objectif, c'est uniquement de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, et c'est légitime, il n'y a pas de question là-dessus, ok, on peut aller vers une certaine technologie. Si on veut limiter à la fois les émissions de gaz à effet de serre, préserver notre consommation en eau et réduire les microplastiques, peut-être que la solution, elle sera un peu différente. Hein. On va émettre un petit peu plus de CO2, mais on réduira aussi les impacts. Donc, et ça, c'est toute la difficulté, c'est d'avoir cette approche systémique. Après, concernant la première remarque sur la prise en compte de ces problèmes matières premières de la transition énergétique. Alors, j'ai une autre vision, moi. Bon, ça fait quelques années qu'on travaille un peu sur ce sujet-là, et à l'époque, il y a 6-7 ans, quasiment personne n'en parlait. Il y avait c'est plus vrai maintenant. Maintenant, on a vraiment une croissance énorme du nombre de publications là-dessus. On voit bien que même en France, hein, le paysage change beaucoup. Je crois que la prise de conscience, là, elle est réelle. Après, la manière de répondre aux questions, on peut en discuter. Mais en tous les cas, je pense que c'est quand même quelque chose qui est pris en compte maintenant. En tous les cas, beaucoup plus qu'il y a quelques années. On est sur la bonne trajectoire. Merci beaucoup. Merci. Je vais donc essayer de faire une brève synthèse de ce qui nous a été présenté par Olivier Vidal. Donc le premier point qui est frappant, à mon sens, c'est qu'il y a une sorte de norme autour de 25 000 $ de revenus par personne au niveau international, et avec un gros impact des pays occidentaux jusqu'à présent, qui amène à une saturation des besoins en énergie et en matériaux, en biens de consommation, ce qui se traduit par une consommation par tête, donc de matériaux primaires et d'énergie. Cette saturation, elle est individuelle, mais si la population augmente, si on veut la satisfaire, cela entraîne mécaniquement une augmentation des besoins. Donc ça, c'est une des premières choses. Et ces besoins, ils se traduisent dans tous les domaines, que ça soit de l'acier, que ça soit du cuivre, que ça soit du plastique, que ça soit de l'eau, etc. Et donc, bien entendu, tout ça a une conséquence. La deuxième chose qui est aussi passionnante dans ce que vous avez dit, c'est le fait que les progrès de la technologie s'accompagnent d'une augmentation, qu'on le veuille ou non, de l'infrastructure, donc des matériaux que vous appelez structurels, hein, acier, ciment, etc., etc., qui ne croît que de 2 fois tous les 20 ans. Et puis, il y a cette consommation de matériaux dits technologiques, qui sont donc, pour simplifier dans le langage courant, les terres rares, comme exemple, hein, il n'y a pas que ça bien entendu, mais qui font que jusqu'à présent, dans le tableau de Mendeleïev qui est cher à tous nos lycéens, il y a 30 ans on consommait 5 ou 6 éléments, il y a 20 ans on en consommait 14, et maintenant on en consomme quasiment 45. Et bien entendu, ça s'appelle aussi des terres rares d'ailleurs, parce qu'elles sont rares, et les conséquences, c'est que pour aller les chercher, c'est pas simple. Et que pour aller jusqu'au fond des choses, eh bien, il faut beaucoup d'énergie. Et deuxièmement, contrairement à la vision qu'on avait à un moment donné sur l'infini de la Terre, on s'est aperçu que la Terre, et notamment la petite surface sur laquelle vit l'espèce humaine, et la biologie d'une façon générale, et la géologie accessible, eh bien, elle est finie, et qu'il y a une finitude des ressources. La troisième chose qui était vraiment très importante, je pense qu'il faut vraiment souligner, c'est le fait que
on est capable, par les technologies actuelles, d'exploiter des concentrations de plus en plus faibles en matières premières d'intérêt. Mais cela s'accompagne bien entendu d'une augmentation des surfaces exploitées, d'une augmentation des quantités d'énergie et des quantités de matières qui sont nécessaires pour extraire la même quantité de matières d'intérêt, notamment énergie et eau, par exemple. L'exemple du cuivre est caractéristique. Et si l'on fait les calculs, on s'aperçoit que, tout combiné, nous allons dépasser les réserves connues de la matière elle-même sur Terre. Et donc, ça nous impose de faire du recyclage. Et un des points qui ressort aussi manifestement, c'est qu'il faut faire du recyclage. Mais bien entendu, pour recycler, il faut avoir une source primaire pour le recyclage, et c'est quelque chose qui existe dans une petite portion, en fait, suréquipée, j'allais dire, de notre globe, les pays occidentaux où on peut recycler déjà du fer, etc. Mais pour les pays qui sont en train de construire leur infrastructure, eh bien, pour la construire, ça ne peut venir que des besoins primaires. Et donc là, on est dans un cercle, vous avez parfaitement montré ce cercle qui n'est pas vicieux, mais qui est incontournable en tout cas. Et enfin, il y a une chose qui est assez frappante et qui est vraie parce qu'elle est ressortie dans plusieurs exposés, c'est que l'absence de pénurie n'est pas un signe d'abondance. Je crois que ça, c'est une phrase clé que l'on peut retenir. C'est pas parce que d'un seul coup il n'y en a plus, parce qu'on en a toujours, qu'il va y en avoir encore. On peut prendre plusieurs images, hein. Si on prend des douches dans le désert avec une citerne à côté, si on ne connaît pas le niveau de la citerne, tant qu'il y a de l'eau, on va prendre des douches. Puis un jour, il n'y en a plus. Eh bien, on est dans cette situation-là. Et donc, je crois que vous avez parfaitement répondu à la question, hein. Est-ce que nos besoins de ressources fossiles sont compatibles avec leur disponibilité naturelle? Eh bien, la réponse dit clairement qu'à terme, non. Et donc, vous nous engagez vers une rupture, vous nous engagez vers une reconfiguration non seulement des modes de consommation, mais peut-être aussi de l'organisation totale de la société, parce que c'est à partir de ces données-là qu'on pourra vivre ensemble sur notre planète Terre, sans espérer trouver, contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, des ressources miraculeuses sur les astres qui nous entourent, la Lune au premier chef, et puis ceux qui passent de temps en temps assez loin de la Terre, comme les astéroïdes. Donc, restons en terre à terre, nous savons que les ressources sont finies, que la Terre est finie, mais que c'est notre seul vaisseau spatial. Merci beaucoup.